Depuis plus de 30 ans, Maître Conan exerce le métier d'avocat. Son parcours illustre sa passion, sa rigueur et ses exigences pour évoluer dans le monde du droit. Aujourd'hui, découvrons ensemble son métier. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité très spécial. Je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde. Me présenter en 2 mots. Je me nomme Calixte Conan, j'exerce la profession d'avocat, je suis inscrit au barreau de Marseille. Je pense que ça suffit et après on fera plus ample connaissance. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler de Monsieur Conan avant le bac, ce qu'il voulait devenir, le système aussi éducatif qu'il a eu à faire? Avant le bac? Oui, je pense que ça remonte à très loin, Ah mais bon. très, très, très loin. Je crois qu'à l'époque, ça va être curieux, mais je voulais être gendarme. Ah, Oui. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais être gendarme. Pourquoi? Parce que je regardais les défilés militaires, je trouvais que la tenue des gendarmes en blanc était très, 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 très belle et donc je me voyais bien dans cette tenue blanche et défiler à Abidjan, Côte d'Ivoire ou dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire où se passait l'indépendance. Et après, je ne sais pas pourquoi, je voulus être magistrat en OK. étant tout jeune, parce que j'avais le père d'un ami qui était magistrat à Abidjan. Et par la suite, mon cursus scolaire a fait que j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire, une série A. Et ensuite, je suis venu en Europe, non pas pour faire du droit au départ, mais j'ai voulu faire une école de commerce. Et lorsque je suis arrivé, pour faire une école de commerce, il fallait faire une prépa. Il fallait s'inscrire en prépa avant, il y a bien longtemps, c'était un petit peu compliqué et on m'a expliqué qu'il y avait une possibilité, à travers après avoir obtenu ce qu'on appelle, je sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, mais en tout cas c'était le DUG à l'époque. Après on pourrait s'inscrire en école de commerce et c'est ainsi que j'ai commencé à faire du droit à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. OK. Très jeune, vous avez dit que la profession de magistrat aussi vous a attiré. Oui, Au-delà du fait que, le père de votre ami exerçait ce métier, qu'est-ce qui vous a attiré en plus, dans ce métier? rendre la justice. Donc vous avez très vite eu cet amour pour la justice, je dirais? Oui, quelque part je dirais ça puisque déjà même être gendarme, c'est aussi participer Oui. à la justice, c'est rendre justice et puis magistrat aussi. Donc pour moi, ça a été dans le droit fil de ce que je suis devenu aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez décidé de venir poursuivre vos études, en France? Ce sont les circonstances de la vie. Au départ, moi, à l'époque, j'ai envie de dire que bon, avoir son bac à 18 ans à Abidjan, c'était rare. On n'était pas très nombreux au lycée classique d'Abidjan. Je pensais pouvoir être orienté dans une école ou à la faculté à Abidjan. J'ai même passé le concours d'entrée dans une école de commerce. Je ne vous raconterai pas les circonstances, mais toujours est-il que j'ai eu l'occasion, après mon bac, de venir poursuivre mes études en Europe. J'ai sauté sur l'occasion et je suis venu. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entrée, vous avez parlé du DUG, Oui. donc des quelques années, je pense. Comment s'est passée votre entrée dans ce diplôme-là? Je dois vous indiquer qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle le cursus qui existe maintenant. Je suis arrivé en France sans avoir la moindre inscription dans une faculté. Et j'ai demandé exceptionnellement au doyen de la faculté de droit de m'accorder une possibilité, la possibilité pour moi de m'inscrire, ce qui a été fait au bout d'une semaine, considérant à l'époque que le bac ivoirien était de très bonne qualité et qui était l'équivalent du bac français. Donc il n'y avait pas de raison qu'on ne me permette pas de m'inscrire à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. C'est ce que j'ai fait. Et donc, au bout d'une semaine, j'ai pu m'inscrire et je suis arrivé début septembre et j'ai fait la rentrée le 19 septembre, je crois, si ma mémoire m'est fidèle, comme tous les autres bacheliers. Comment vous approchez, ce début de l'année? Parce que, enfin, c'est un pays différent, c'est des réalités différentes. Ben, c'est un choc déjà, parce qu'on quitte sa Côte d'Ivoire natale, on quitte son pays, on quitte son cocon familial pour se retrouver 6 000 kilomètres plus loin avec changement de température. Ça a été une période assez difficile, je l'avoue, parce qu'il y a eu une période d'adaptation.
Mais très rapidement, je vais retrouver des amis d'enfance qui vont, j'ai envie de dire, casser un petit peu ce choc-là et qui vont me permettre de pouvoir, petit à petit, m'adapter à la vie, en France et puis très rapidement, les choses vont rentrer dans l'ordre. OK. Qu'est-ce qui vous a donné cet amour de vouloir rester, dans cette filière de droit et de ne pas, après repartir vous inscrire en école de commerce? Après ma deuxième année de faculté de droit, heu, l'Institut de droit des affaires d'Aix-en-Provence, qui était une entité un petit peu particulière du droit, a mis en place un nouveau diplôme qui s'appelait le magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité. Donc ce qui veut dire qu'en plus du droit classique, on nous enseignait une matière de base, il y avait une spécialisation en droit des affaires. Heu, à partir de ce moment-là, j'ai considéré que l'école de commerce que je ne peut-être pouvais pas faire parce qu'il fallait que je recommence en première année école de commerce après 2 Ouais. années de faculté de droit. Bah, je rattrapais un petit peu, cette école de commerce-là à travers l'œil du juriste qui pouvait accompagner et qui devait accompagner, l'entreprise dans le monde des affaires et donc quelque part, le monde du commerce et des affaires que je voulais impérativement embrasser, je le retrouvais à travers le regard du droit et quelque part, en me plaçant dans la posture de celui qui pouvait accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs, pour moi, ça, répondait quelque part aux rêves que je voulais faire et ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Donc à partir de là, pour moi, c'était l'aubaine, c'était la porte ouverte vers le monde des affaires que j'ai toujours voulu embrasser. Pourquoi le droit des affaires a été très vite, vous avez très vite décelé que c'est ce que vous voulez faire? Mais ça répond pour moi et ça répondait pour moi à ce moment-là à mon souhait de rentrer dans une école de Oui, commerce, faire du business et être proche de ce monde-là. Et donc pour moi, le droit des affaires, c'est le droit qui accompagne le commerce, le droit du business, le droit des affaires. oui. Et donc pour moi, C'était une suite logique. c'est une suite logique et tout pour moi, tout se comprenait et en même temps, je me disais que je ne perdais pas 2 années, d'études parce qu'après 2 ans d'études, j'avais un DUG. Aller à une école de commerce, je recommençais en première année d'école de commerce, même si j'avais, un diplôme universitaire, il n'en demeure pas moins que pour moi, c'était revenir un petit peu en arrière. Donc continuant avec cette filière de magistère de droit des affaires, fiscalité, comptabilité, ça m'offrait la possibilité et de me rapprocher du monde des affaires et de ne pas perdre 2 années et de poursuivre ce cursus. Est-ce qu'à l'époque, c'était difficile de faire des études de droit? Ça a toujours été difficile de faire des études de droit. Pourquoi? Parce que déjà, n'aller à la fac de droit ne vont souvent à la fac de droit que des étudiants qui ne savent pas trop quoi faire de leurs études. Pour d'autres, c'est un choix, mais pour nombreux étudiants, c'était, j'ai envie de dire, on ne sait pas ce qu'on va faire, on va faire du droit. J'ai le souvenir que quand j'étais à la faculté de droit, nous étions en amphithéâtre de 700-800 personnes. 2 amphithéâtres comme ça et sur les 2 amphithéâtres de 700-800 personnes, on écrémait. C'est-à-dire qu'à la fin, la deuxième année, les 2 amphithéâtres de 800 personnes se retrouvaient dans un seul amphithéâtre de 600 personnes à peu Mmh. près. Donc vous voyez qu'effectivement, il y avait une sélection qui était très, 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 très difficile, très rigoureuse et la faculté de droit d'Aix-en-Provence était réputée pour être une des meilleures facultés de droit de France et je crois que l'histoire nous a montré qu'effectivement, elle peut se vanter de cette gloire-là. On sent beaucoup de maturité dès le début de votre parcours. D'où vient, cette, maturité? Oh! Vous savez, quand on n'a pas les parents fortunés et qu'on a la chance de pouvoir faire des études, on prend ces études-là à cœur et puis on se donne vraiment à fond dans ce qu'on veut faire. Parce que on se dit que c'est une opportunité pour nous, pour demain, pouvoir aider nos parents à mieux vivre. Donc c'est pour ça que peut-être très rapidement, il y a eu cette maturité-là. Mais il n'en demeure pas moins que bon, étant jeune, il faut bien que jeunesse se passe et jeunesse a dû se passer. Je n'en doute pas du tout. Mais les études pour moi étaient véritablement quelque chose de très, 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 très important. Vraiment, c'était très important pour moi. OK. Je mettais un point d'honneur, à ne jamais doubler de classe et Dieu m'a fait la grâce
m'a permis de réaliser ce rêve-là, de n'avoir jamais doublé de classe et d'avoir toujours eu mes examens et jusqu'au à la fin de mon cursus. OK. Combien d'années vous avez dû faire pour devenir avocat aujourd'hui? Ouf, je crois que bac plus 7, quelque chose comme ça, 6-7. C'est le parcours normal? Je pense que oui, c'est pas le parcours normal parce que à partir déjà de la maîtrise, c'est-à-dire bac plus 4, on peut passer le concours pour entrer à l'école des avocats. Mais, moi, j'ai souhaité faire une spécialisation après, c'est-à-dire en droit des affaires, fiscalité, comptabilité, un diplôme de juriste conseiller d'entreprise et puis, aussi ce magistère-là qui venait un peu couronner le tout. Après, j'avais voulu m'inscrire en doctorat, mais pour moi, c'était plus facile et j'avais plus envie de rentrer dans la vie active. Être docteur en droit, c'est bien, mais ça n'a strictement rien à voir avec la vie Oui. professionnelle. Donc j'ai préféré plutôt m'orienter vers une vie professionnelle assez rapidement. Mais en même temps, vous n'avez pas choisi de rentrer, dans une vie professionnelle dès la maîtrise. Pourquoi ce choix? Mais parce que j'avais envie de me spécialiser. Oui, mais pourquoi avoir eu cette envie de vous spécialiser? Bon, déjà, lorsque je me suis inscrit au magistère, le magistère était un cursus, une formation de 3 ans, ce qui veut dire que ça allait au-delà de la maîtrise. Donc, pour moi, c'était, C'est une suite logique. ouais, le cursus que j'ai pris l'option dans lequel j'ai pris l'option de m'engager, donc, j'allais jusqu'au bout de ce cursus-là et il y avait une formation qui était dispensée qui me convenait parfaitement et pour moi, il était difficile d'arrêter cette formation-là en plein parcours. Donc, il était essentiel pour moi d'aller jusqu'au bout et j'aime bien terminer ce que je commence, donc, Très important. exactement. Est-ce que vous avez eu à réaliser vos 7 ans d'études en France? Oui. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était une suite logique aussi ou, il y avait une décision qui a poussé cela? C'était une suite logique, déjà et je n'avais pas la possibilité ou la capacité d'aller dans un pays anglo-saxon, sinon je l'aurais fait. Même si j'ai eu le privilège de faire une formation en droit du commerce international, au Canada, mais c'était une formation qui a duré un court temps et qui ne m'a pas donné la possibilité d'aller dans un pays anglo-saxon pour me perfectionner en anglais. Même si dans le cadre du magistère et droit des affaires, fiscalité, comptabilité, il y avait des cours d'anglais intensifs permettant ainsi de nous montrer du doigt que la pratique de l'anglais dans le milieu des affaires est indispensable. C'est même non négociable. Ouais, Donc, j'ai tout fait en France, heureusement. Je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais j'ai tout fait en France et c'était aussi une formation qui était, je pense, de haut niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une anecdote par rapport à vos 7 ans d'études, que vous avez réalisées? Ouh là! Une anecdote. Ouais. Ah, peut-être que quand je me suis inscrit pour le magistère, je ne savais pas vraiment si j'allais avoir la chance d'être accepté puisque j'étais sur dossier. On avait toujours des a priori en se disant: «Ouais, est-ce que moi, le petit africain, on va prendre mon dossier? Est-ce qu'il n'y aura pas de racisme ou est-ce qu'il n'y aura pas ci?» Et j'ai été très agréablement surpris lorsque j'ai été contacté pour me dire qu'effectivement mon dossier avait été admis et qu'il fallait que je vienne passer les entretiens de confirmation. Ça, c'est quelque chose qui m'a très agréablement surpris et j'ai aussi peut-être une anecdote, pas vraiment une anecdote, c'est une recommandation d'un professeur de droit commercial qu'on considérait que c'était un feignant, mais qui nous a dit cette phrase qui m'a marqué à jamais. À la fin de l'année, il nous disait, «Je ne j'en oublie jamais une chose, quelles que soient les politiques qui viendront, quelles que soient les personnes, la seule personne qui fera votre vie, c'est vous-même. Alors baptisez et construisez votre vie par le travail et rien d'autre et personne ne fera votre bonheur à votre place». C'est chargé de sens. Exactement, c'est exactement ça et il n'avait pas tort. Comment vous avez vécu vos 7 ans d'études en France? D'une manière générale, c'était agréable, heu, difficile parce que c'est des études de droit. Quand je dis agréable, c'est-à-dire qu'on avait un environnement avec, une salle de bibliothèque, magnifique, une belle salle de bibliothèque, des conditions assez exemplaires, d'assez bonnes conditions pour travailler et quand on voulait se donner la peine de bosser, oui, on avait
la possibilité de le faire. Il n'y avait pas internet à l'époque, on ne pouvait pas aller chercher sur les réseaux sociaux ou sur internet quoi que ce soit, mais on avait une bibliothèque, ce qui faisait que, bon, ben, on avait la possibilité de pouvoir travailler, à la bibliothèque, quand on n'avait pas le cours et puis quand on voulait vraiment, on pouvait y arriver. Comme moi, je suis plutôt quelqu'un de je suis un bûcheur. Comme on dit, j'étais un bûcheur, c'est pas sans prétention aucune. Je suis paresseux, je reconnais que je suis paresseux, mais au moment des examens, quand il faut aller à la tâche, bah, quand il faut faire et donc je passais mon temps à travailler, beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est-à-dire que j'avais un rythme pendant les la révision, l'examen, j'avais un rythme, qui était en souvenir du lycée classique d'Abidjan, ce qu'on appelait le Deux-Capis, je travaillais la nuit. J'avais un rythme de travail qui était de 22h, 6h du matin. Je me reposais jusqu'à 12h30, le temps de prendre une douche, de déjeuner. 14h, 20h, je me reposais jusqu'à 22h et 22h, 6h du matin. Et c'était le rythme, que je m'étais imposé, pendant 1 mois ou 1 mois et demi avant, les examens. Parce qu'on nous laisse la possibilité les cours s'arrêtaient, je crois, fin avril ou fin mai et puis on avait les examens, je crois qu'on avait les examens fin mai, mais pendant au moins 1 mois, on avait la possibilité de réviser et pendant ce temps-là, voilà le rythme que je m'étais imposé. C'était très difficile, mais bon, on n'avait pas le choix. C'est un peu drôle ce que vous avez dit juste avant parce que vous avez dit que vous étiez un peu paresseux. Oui, parce qu'on n'aime pas se mettre à la tâche. Et en fait, c'est drôle parce qu'on entend souvent dire que les études de droit sont pas faites pour les paresseux. Oui, c'est les études ne sont pas faites pour les paresseux, mais en fait, je crois que les gens ont une mauvaise appréhension des études de droit. C'est pas apprendre tout par cœur. Il faut comprendre, le droit. Une fois qu'on a compris comment fonctionne le droit, heu, moi je connais pas 10 articles par cœur. Je crois pas à l'utilité de les connaître par cœur. Ça ne me sert à rien de connaître 10 articles par cœur. Après il faut savoir se poser les bonnes questions quand face à un problème. Quand on sait se poser les bonnes questions, on y arrive. Donc les études de droit, c'est vrai qu'au départ, on nous demande d'apprendre beaucoup de notions de droit, d'apprendre beaucoup. C'est un monde différent. On apprend beaucoup de notions de droit, beaucoup de mécanismes, beaucoup de fonctionnement juridique pour, créer quoi en nous? Le raisonnement juridique. Il faut apprendre à raisonner juridiquement et une fois qu'on a le raisonnement juridique, après aller chercher les textes, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut avoir le raisonnement juridique et c'est ça, qu'on nous apprend à la faculté de droit. C'est vrai que bon, il faut apprendre ses cours, hein, il faut comme on dit, il faut bûcher ses cours. Il faut les bûcher. Il faut apprendre ses cours. Mais, heu, le raisonnement juridique, c'est ce qui est le plus important à la fin. Mais paresseux, oui, je suis parce que je n'aime pas me mettre à la tâche, je n'aime pas travailler. Personne n'aime travailler. Personne n'aime travailler. Mais, quand il faut le faire, je le fais. Au-delà du raisonnement juridique, quelles sont pour vous les qualités pour survivre en école de droit? Il faut être, à mon sens, il faut être déjà un petit peu organisé, faire preuve de beaucoup d'écoute et puis être travailleur. C'est important. Ouais, être travailleur. Là, vous finissez 7 ans d'études, Oui, vous rentrez enfin dans le monde du travail. oui. Comment ça se passe votre entrée dans le monde du travail? Avant ça, comme je dis, pendant les 7 années d'études, il y a, l'année de l'école d'avocat, où je suis à l'école des avocats, du barreau de Marseille et pendant ce temps, pendant que je prends une formation théorique à l'école des avocats, je suis aussi dans un cabinet d'avocats, je fais de la pratique juridique. C'est-à-dire que j'apprends le métier d'avocat, non pas par le prisme de de la théorie, mais là, de la pratique où j'ai des cas pratiques, j'ai des dossiers. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté différents cabinets et il y en a un qui a accepté de me recevoir dans le cadre de mon pré-stage, j'appelle ça un pré-stage et donc je travaillais dans ce cabinet d'avocats et j'allais, à l'école des avocats. Le 1er partie, c'était pendant la semaine, je crois c'est lundi, mardi, mercredi, j'étais à l'école des avocats jusqu'à mercredi midi et mercredi après-midi, jeudi, vendredi, j'étais en cabinet d'avocat. Donc on apprend le métier d'avocat,
à travers ce stage-là. Et une fois que, on prête serment en qualité d'avocat, dans la mesure où on a commencé à déjà travailler, dans un cabinet d'avocats, on a la possibilité, si bien entendu l'avocat avec lequel on a travaillé est satisfait de nous, la possibilité de nous garder comme avocat collaborateur. C'est ce qui a été mon cas. Comment vous avez fait, pour trouver ce pré-stage? Vous avez dit que vous avez pris votre téléphone, mais, est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus? Est-ce que c'était difficile? Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de chance. Quand je dis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai appelé 3 cabinets. Le premier m'a indiqué qu'il avait déjà un pré-stagiaire, le second aussi, et le troisième m'a donné rendez-vous et immédiatement m'a accepté. Ah, c'est beaucoup de chance, Oui, j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. oui. Mais est-ce que c'est difficile de trouver, un pré-stage ou même un boulot en tant qu'avocat? J'ai envie de vous dire que moi, ça remonte à il y a bien longtemps. Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a beaucoup d'avocats à Marseille. C'est une profession qui s'est beaucoup ouverte, notamment aux femmes. On s'en réjouit d'ailleurs, puisque près de la moitié des avocats, voire plus même, sont des femmes, sont des avocates. Donc, c'est vrai qu'on est nombreux. Il y a des avocats qui arrivent sur le marché, il y en a pas mal. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus difficile quand même de trouver un stage. C'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de changements de cabinets. Mais bon, heureusement, il y en a de plus en plus qui arrivent et qui trouvent quand même à exercer leur profession, notre profession. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour les aider à trouver du boulot, ou un stage, dans ce domaine? Je crois que le premier conseil, notre profession, c'est vraiment spécialisé, beaucoup spécialisé. Les avocats généralistes, il y en a. C'est vrai que quand on commence, on est souvent généraliste même, mais il faut avoir une spécialisation. C'est important d'avoir une spécialisation, c'est-à-dire un domaine dans lequel on excelle plus que d'autres. Ça permet facilement de s'orienter vers un cabinet qui a cette pratique-là, de se prendre du droit, et ça permet de trouver plus facilement un stage. OK. Ça fait, 30 ans Oui, pratiquement que vous êtes, plus même. plus? Ça fait beaucoup. Oui. Mais ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, vous êtes, avocat. On n'aura pas forcément le temps de balayer toute votre expérience parce que je pense que Non, on ne pourra pas. c'est beaucoup de détails. Mais est-ce que vous pouvez nous parler dans les grandes lignes de ces 30 ans-là? Comment vous avez évolué? Comment j'ai évolué? C'est une belle question que je ne me suis pas encore posée et que vous me posez. Hem, je crois que l'expérience nous amène à beaucoup d'humilité, à avoir beaucoup d'humilité face à cette profession-là, et j'ai envie de vous dire que les décisions qu'on peut avoir et dans nos différents dossiers nous imp nous imposent d'avoir de l'humilité. Il faut avoir beaucoup de recul par rapport au dossier, parce que c'est un métier qui est stressant, qui est un métier qui est prenant, mais il faut avoir beaucoup de recul. Moi, j'ai pour habitude de c'est vrai, même si je stresse encore pour des dossiers, j'ai pour habitude de considérer que aucun dossier ne doit nous mettre dans un état de stress hors du commun. Non. Ça doit nous, je veux dire, nous stresser, parce que c'est une, occupation professionnelle qui va prendre une partie de notre temps, qui va nous demander une implication un peu plus grande. Mais, une fois qu'on ferme la porte du cabinet, il faut savoir, le mettre de côté et puis considérer que la vie continue et qu'il y a d'autres, pans de votre vie qui doivent prendre le dessus. 30 ans d'avocature, comme je le dis, bah, je suis passé par, différentes étapes, avocat collaborateur, avocat associé, dans une société de moyens avec d'autres avocats,
à titre individuel et puis là, se remettre dans une d'autres aventures professionnelles, d'association. C'est différentes étapes, mais chaque étape a des avantages comme des inconvénients. Mais, nombreux sont ceux qui considèrent que l'exercice, à titre libéral, c'est-à-dire, individuel ou dans des structures, moins grandes, heu, a des avantages parce que ça permet de pouvoir, gérer son temps et de pouvoir adapter son activité au gré de ses humeurs et de pouvoir, allier, le métier d'avocat et une vie autre que celle d'avocat. Mais c'est intéressant. On est jeune fougueux, on pense que on a toute la science du monde et puis après l'expérience nous amène à plus d'humilité, à plus de recul par rapport à cette profession. Exactement. Est-ce que dans ces 30 ans, il n'y a pas eu une envie de retourner, sur sa terre natale? Ah, vous parlez là du drame de ma vie. Si, 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 je bah, bon, l'envie, elle y est toujours. L'envie, elle ne vous quitte jamais. J'ai j'ai tenté, j'ai failli, j'étais à 2 doigts de le faire. Ce sont les circonstances politiques les événements politiques en Côte d'Ivoire qui, ont été un frein à ce retour-là. Oui, très très sincèrement, oui. Pour ne rien vous cacher, ce sont les événements de 1999-2000 qui m'ont contraint à demeurer ici. Parce que des contacts étaient déjà pris, je savais très exactement où est-ce que je devais aller, dans quel cabinet je devais atterrir, je devais travailler à Abidjan et les circonstances de la vie, politique avec, genre le coup d'État, avec les tentatives de coup d'État et cette insécurité-là m'ont contraint à faire machine arrière. Puisqu'à cette époque, j'étais le père d'un jeune garçon. On se pose la question de savoir est-ce que on va quand même avec toute une famille, alors qu'on est, avocat à Marseille, on est avocat presque associé dans un cabinet qui a un bureau à Paris, qui a un bureau à Marseille. Est-ce que on lâche tout ça pour aller dans une situation politique qui est un petit peu délicate? On se pose des questions. Après la raison l'emporte en se disant: «Bah, il est peut-être plus sage de rester dans son confort ici plutôt que d'aller dans une situation, politique, délicate». Exactement. On va, revenir sur le métier d'avocat en lui-même. Est-ce que vous pouvez nous dire, quel est le poste que vous occupez exactement aujourd'hui? Le poste? Oui. Je suis avocat au barreau de Marseille. Oui. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on peut pas parler de poste. N'importe, quel avocat que vous croiserez, va vous dire: «Je suis inscrit au barreau de Marseille, je suis avocat au barreau de Marseille», heu, soit à titre individuel, soit en qualité d'associé. Mais ça change rien à la qualité, au poste que j'occupe. Je suis avocat au barreau de Marseille. Voilà, ça, c'est mon poste, c'est invariable. Après la manière dont j'exerce cette activité-là, soit à titre individuel, soit dans une société de moyens, soit avec des associés, ça ne change rien à mon poste. OK. Ce n'est que la manière de l'exercer. Les conditions de l'exercice qui changent, qui peuvent changer. Donc là, quelles sont les conditions de l'exercice? Société de moyens. Société de? Moyens. OK. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi concrètement un avocat? Parce que bon, c'est peut-être question un peu bête, mais après on a, cette vision un peu glamour de l'avocat à cause d'aujourd'hui des films qu'on nous montre, l'avocat il va, il plaide et tout, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer dans les faits, réellement, c'est quoi un avocat? Un avocat, être avocat, c'est une profession. C'est un professionnel du droit qui, est chargé de conseiller, accompagner, défendre des personnes physiques ou morales dans leur vie quotidienne. OK. Voilà, j'espère avoir été un petit peu large pour embraser, j'ai envie d'y embrasser tous les aspects de la profession d'avocat. Parce qu'il y a des avocats qui ne plaident jamais. Est-ce que c'est votre cas?
Donc si, moi je plaide. OK. Ça m'est arrivé. On plaide de moins en moins parce que malheureusement, je ne passez pas trop dans votre les magistrats ne nous laissent plus le temps de plaider. Quand j'ai commencé ma carrière d'avocat, je plaidais plus. Aujourd'hui, les magistrats préfèrent que on dépose les dossiers ou qu'on fasse de brèves observations. On ne plaide quasiment pas, sauf en matière correctionnelle et devant la cour d'assises. Comme je fais pas de cour d'assises, donc je plaide pas énormément. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Pour certains dossiers, oui. Pour certains dossiers, oui. Il est nécessaire que on apporte des explications orales pour qu'on puisse mieux comprendre les dossiers. Il y a des dossiers qui se gagnent à la plaidoirie. Et ceux qui se gagnent à la plaidoirie. Même si je me fie jamais aux impressions d'audience, je sais qu'il y a des dossiers qui se gagnent en plaidoirie. OK. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nous ou pour ceux qui ne savent pas c'est quoi plaider? Plaider, c'est d'abord se revêtir sa robe d'avocat et aller expliquer oralement à un tribunal euh, notre point de vue juridique dans le cadre du dossier pour lequel on est devant cette juridiction. On cherche à avoir raison, Oui. on cherche à gagner son dossier, mais sur la base de pièces, sur la base de nos écritures, sur la base de l'argumentation juridique qu'on a pu développer, sur la base de textes de loi. Mais il est important aussi qu'au-delà des écrits, on porte une parole, celle du dossier que l'on défend ou de la personne physique ou morale que l'on défend. Et cette parole-là, quelquefois, il est important qu'on décrive peut-être les circonstances parce que on ne peut pas toujours décrire par écrit, sauf à faire un roman. On ne peut pas toujours décrire par écrit les circonstances qui entourent un dossier. Et la parole, c'est la parole aussi de la personne qui peut être présente dans la salle pour écouter qu'on a bien porté sa parole. Comment on se prépare, pour plaider? Comme je sais pas pour plaider, chacun sa technique, chaque avocat a sa technique de plaidoirie. Heu, il y a il est important de il est important de faire une distinction entre nos écrits, les écrits et la plaidoirie. Parce que si on vient pour lire ce qu'on a écrit, ça ne sert à rien. Il faut venir apporter une parole différente de ce qu'on a écrit, mais en se fondant sur les points essentiels de notre dossier, c'est-à-dire l'argumentation juridique, les éléments de droit et les éléments de fait qui, pour nous, sont importants dans la présentation du dossier que nous devons défendre. Et chacun ça. C'est comme si vous avez quelque part, j'ai envie de dire, oui, quelque part, il y a un petit peu de théâtre aussi. Et c'est comme si vous venez parler à un auditoire. Et pour parler à un auditoire, il faut le capter. Et comment faire pour capter l'attention d'un auditoire? Bah, il faut pas faire la même chose que les autres. Il faut changer. Il faut peut-être partir sur, je sais pas moi, une anecdote, des variations de ton, des silences. Élever la voix. Il y a des gens qui élèvent la voix, qui parlent fort pour pouvoir attirer l'attention. Il y a des gens, au contraire, qui baissent la voix. Et quand vous baissez la voix, on fait attention de vous écouter. Quand vous élevez la voix, ça peut passer un moment, puis après, ça peut déstabiliser les gens qui sont en face de vous parce que vous les fatiguez à parler trop fort. Donc, si vous voulez, ça dépend des dossiers. Ça dépend des dossiers. Est-ce que c'est un exercice stressant? Ça dépend des dossiers. Mais ça peut être stressant, oui. Ça Mmh. peut être stressant. Ça dépend aussi de ce que vous avez à dire. Et ça dépend des enjeux. Ça dépend véritablement des enjeux. Mais ça peut être stressant, oui. OK. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée type que vous avez? Il y a pas de journée type. Mais en ce moment, les journées types, c'est de quitter mon domicile, d'arriver à mon bureau, prendre ma pile de dossiers et puis, je regarde ma do list, et puis je barre au fur et à mesure et puis en fonction des urgences, en fonction des dates d'audience, en fonction des calendriers à respecter parce que les magistrats nous imposent, les tribunaux, les juridictions nous imposent des calendriers et en fonction des calendriers que l'on suit, ben, on traite les dossiers. Est-ce que vous avez un nombre de dossiers limité que vous prenez? A priori, non, mais il faut savoir raison garder. Il y a des dossiers que l'on refuse. Pourquoi?
parce qu'on considère on rend pas service aux clients. Moi, je ne prends pas de dossier aux assises, je ne plaide jamais aux assises, je n'ai jamais plaidé aux assises. Ça ne m'intéresse pas de plaider aux assises, par exemple. Si on vient me confier un dossier en droit de la propriété intellectuelle, défense de marque, je dirais que je ferai attention parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection et donc à ce moment-là, je renverrai peut-être la personne vers un de mes confrères que je considérais comme étant plus à même de traiter ce dossier avec plus de compétences que moi. Sur quel type de dossier vous travaillez le plus souvent? Ça a évolué dans le temps aussi. À une époque, je fais beaucoup de droit bancaire. Là, je fais beaucoup de droit commercial. Il m'est arrivé aussi de faire de l'arbitrage. À une époque, parce que j'avais un client qui en faisait beaucoup, je faisais beaucoup de beaux commerciaux. Donc, si vous voulez, ça dépend des périodes et puis ça dépend aussi de la clientèle que vous avez. Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça? Ah, le droit des affaires d'une manière générale, droit commercial, euh, droit bancaire, droit de financement, ça c'est intéressant. Ce sont des matières euh, qui vous permettent d'apporter vraiment de la plus-value aux clients. J'ai travaillé aussi dans le mobile money. Est-ce que pour vous, le métier d'avocat, c'est un métier, au-delà des compétences qui nécessite d'être humain? Nécessairement, nécessairement. Qu'est-ce que vous appelez par être humain? Je pense que toute profession qu'exercer a besoin d'une part d'humanité. Mais vous savez, quand vous commencez la profession d'avocat, quand vous êtes jeune avocat, vous avez ce qu'on appelle la commission d'office. Et la commission d'office, vous êtes désigné pour assister les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, devant les tribunaux correctionnels et même devant plusieurs sortes de juridictions, on considère que c'est votre contribution aux bonnes œuvres. Donc, vous allez les défendre presque gratuitement parce que c'est l'État qui est chargé de vous rémunérer. Là, oui, vous êtes obligé d'être humain parce que vous rencontrez beaucoup de misère humaine et vous avez quelque part l'obligation de prendre et de traiter ces dossiers-là avec la même rigueur que vos propres dossiers. Et l'exemple, une fois, j'étais dans la commission d'office, j'ai eu malheureusement le cas de défendre un monsieur qui était un douanier qui venait d'un pays du Maghreb, qui s'est fait arrêter avec 52 kilos de résine de cannabis. Je suis pas spécialiste de la matière, mais bon, j'étais jeune avocat, commis d'office et a priori, 52 kilos de résine de cannabis, vous posez les questions du genre: «Mais lui, douanier, pourquoi il fait ça?» Mais après derrière, le fait, divers, lorsque vous discutez, vous parlez, vous faites connaissance avec le monsieur, il vous explique qu'il est diabétique et que le 15, le 10 de chaque mois, il n'avait plus d'argent, il était obligé d'aller emprunter de l'argent pour se soigner et après, vous défendez ce dossier différemment en disant: «Certes, oui, il y a 52 kilos de résine de cannabis. Oui, c'est un douanier. Oui, 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 mais». Voilà où l'avocat, j'ai envie de dire dans toute son humanité, doit venir défendre une cause en expliquant au magistrat que, au delà de tout, il y a un homme qui est dans une souffrance. C'est vrai qu'il aurait pu choisir autre chose, mais bon, voilà. Donc oui, on a besoin d'humanité dans ce métier-là. Est-ce que pour vous, l'humanité prend le pas sur la justice? C'est 2 choses totalement différentes. La justice n'est pas forcément humaine. La justice, c'est le droit. On applique les règles, du contrat social que nous avons signé et ce contrat social, il varie en fonction des pays. En France, il y a un contrat social qui dit que, bah, ce sont les lois qui gouvernent l'État français, on doit la respecter. Après, l'humanité, c'est autre chose, c'est le sentiment que l'on a à l'égard des autres êtres humains. Je peux comprendre, quelqu'un, avoir un sentiment à l'égard d'une personne, mais rien à voir avec le droit. Exactement. Est-ce que, le métier d'avocat laisse une place à une vie personnelle?
Ben, encore heureux, heureusement, heureusement, oui. Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois qu'on a fermé la porte du cabinet d'avocat, on n'est pas avocat. Je suis avocat, j'exerce la profession d'avocat. J'exerce une profession. Une fois que j'ai fermé la porte de mon cabinet, après, je suis un être humain avec mes défauts, avec mes qualités et puis avec ma vie, courante, de père de famille, peut-être de mari, de voilà. Mais je suis un être humain après tout et même si après quand vous commencez à discuter avec les gens, parce que vous argumentez votre point de vue, votre position, on considère que c'est toujours l'avocat qui vient, parler. Oui, il faut laisser ton côté avocat de mais bon, c'est une déformation professionnelle comme diraient certains. J'ai eu l'occasion de pouvoir voir ça. Quels sont vos horaires au quotidien? Ça a varié aussi dans le temps, mais je suis plutôt du soir. Donc il n'est pas, je suis très souvent au bureau jusqu'à 20h30, 21h. Des fois, rarement au-delà. Mais une fois, je suis passé, je crois que mon record, ça a dû être 2 ou 3 heures du matin. Ouais. Oui. Sorti du cabinet à 2 3 heures du matin. Est-ce que là, c'est plus le travail qui demande ou c'est la passion qui parle? Là, c'est une exigence professionnelle, une urgence, ce que j'appelle les urgences urgentes. Et là, on n'a pas le choix, on doit terminer un dossier parce que le client en a besoin pour le lendemain matin, parce qu'il y a une réunion peut-être au lendemain à 9h, il y a une réunion le lendemain à 10h, il faut pouvoir terminer, la revue, enfin, pour ce jour-là, je crois que c'était la revue d'un contrat. Il fallait pouvoir terminer la revue du contrat et envoyer les observations au client, pour, quand il va arriver au bureau à 8h. Donc, j'ai fini à 3h du matin et à 8h30, j'étais debout parce qu'il fallait que je fasse ce point avec lui. OK. Est-ce que, en tant qu'avocat, la capacité d'analyse, de synthèse et d'éloquence, c'est quelque chose de très important dans ce domaine? Éloquence, pas forcément parce que comme je vous ai indiqué tout à l'heure, il y a des avocats qui ne plaident jamais. Donc pas forcément besoin d'être éloquent. Il faut être un bon professionnel. Analyse, oui. D'ailleurs, je crois qu'à l'examen d'avocat, on me demande de faire des notes de synthèse. C'est-à-dire qu'on vous donne plusieurs documents qui doivent faire un pavé comme ça, puis on vous demande de les synthétiser, des fois en une page, ou une page et demie. Donc on a besoin effectivement de beaucoup de notions de synthèse. C'est une qualité indispensable dans ce métier. Je vous donne un exemple, j'ai un dossier qui fait ce pavé-là, il faut le synthétiser peut-être en 4 5 pages parce que, le magistrat ne va pas lire, 20 pages ou 50 pages de dossier. Il faut comprendre une chose, c'est que si vous n'avez pas la capacité de synthétiser, vous avez en face de vous un interlocuteur qui est un magistrat, qui lui, il a une capacité d'analyse qui est limitée parce qu'au-delà de 10 pages, au-delà de 15 pages, il va vous lire, mais pas avec la même attention. Donc, c'est comme, j'ai envie de dire, quand vous plaidez au-delà de 15 minutes, est-ce qu'on vous écoute? Et il faut vous poser la question de savoir que la personne qui est en face de vous est un être humain. On sait que la capacité d'attention d'une personne normalement constituée de 7 minutes, 8 minutes maximum. Lorsque vous plaidez une demi-heure, dites-vous que la personne en face de vous a décroché depuis un quart d'heure. Donc, au-delà du quart d'heure, aucun intérêt. De la même chose, capacité de synthèse indispensable, nécessaire pour mieux présenter son dossier et pour que la personne en face de vous comprenne mieux, ce que vous voulez lui dire. OK. Tout à l'heure, je disais que, aujourd'hui, beaucoup dans les films, on a rendu, le métier d'avocat un peu plus glamour, mais aussi, il y a une certaine vision des avocats qui sont très riches. Moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est un métier qui paye bien? Comme, on le dit, qui nourrit son homme? La fourchette est grande. La fourchette est grande, vraiment. Entre, les avocats, bah, il y a des avocats vraiment, c'est la palette est très, très grande. On peut
Il y a des avocats qui gagnent très, 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 très bien leur vie, mais ils conduisent très, très bien leur vie. Et puis il y a des avocats qui gagnent moins bien leur vie parce que, dans ce métier, il y a des jeunes avocats aussi qui commencent, qui n'ont pas la chance de pouvoir entrer dans des gros cabinets d'avocats, et qui abandonnent et qui ont des difficultés. Moi, je connais beaucoup de confrères qui ont abandonné la profession parce que c'était pas rentable pour eux, ils gagnaient pas bien leur vie. Mais on peut gagner raisonnablement sa vie, oui, effectivement, on peut vivre de ce métier-là. Quel est le salaire junior d'un avocat, aujourd'hui en 2026? Salaire junior d'un avocat en 2026, je crois que pour les avocats collaborateurs qu'on va considérer comme juniors, je crois que c'est 2005, je crois, brut. 2005 ou 3000 brut, Qui évolue effectivement avec, l'expérience et qui peut évoluer avec l'expérience. Mais 2000 brut, ce qui veut dire que vous supportez vos charges sociales. oui. Voilà. Donc ce qui veut dire que, en net, un avocat collaborateur, il faut enlever à peu près 40 de ça, de ces 2 ou 3000, enfin 40, donc c'est à peu près, il reste 60 de 3000, Oui. voilà. En dehors du salaire, quels sont les autres avantages, Ce sont pas c'est pas un salaire, hein, ce sont des honoraires. ah OK, Voilà. C'est une rétribution mais il y a des avocats salariés aussi. Il y a des avocats salariés aussi. OK. Donc en dehors des honoraires ou du salaire pour les avocats salariés, quels sont les autres avantages de la profession? Vous voulez parler en termes, En termes, financiers ou, bah, il y a que des honoraires. Il y a que des honoraires. OK, Il y donc a que tu des honoraires et j'ai envie de vous dire aussi que, un avocat, ne peut pas se mettre en congé, en arrêt de maladie, et jusqu'à récemment, j'ai envie de dire, je suis heureux de ce changement-là, qui je crois que ça remonte à quand même une quinzaine d'années à peu près. Maintenant, nos consoeurs qui vont en maternité sont prises en charge, dans le cadre de systèmes de protection sociale que nous avons. vous avez dit tout à l'heure que, un avocat ne peut pas se mettre en arrêt maladie Sauf si seulement en arrêt maladie, bah, il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. et vous savez pourquoi il y a cette décision ou, Bah, pour la simple et unique raison que, dès le départ, on a considéré, que les avocats étaient des professions libérales qui gagnaient bien leur vie et donc ne devaient pas faire partie du régime général de la sécurité sociale et de la retraite. Donc, on a commencé à mettre en place notre régime social et notre régime de retraite. Sauf que notre profession, aidant, les avocats, comme par hasard, tombent pas souvent malades et même quand ils sont malades, ils viennent quand même travailler. Donc résultat des courses, nos caisses ont commencé à être excédentaires au-delà de ce qu'on pourrait penser. Et au titre de la solidarité nationale, la caisse de retraite des avocats a été ponctionnée à plusieurs reprises pour venir compenser le régime général. Et maintenant qu'on se rend compte que notre caisse est excédentaire, on veut nous incorporer dans le régime général de la retraite en France. Bien entendu, il y a une opposition, non pas parce qu'on ne veut pas être solidaire, mais parce qu'on dit, bah, vous n'avez pas voulu de nous au moment où ça sentait pas bon. oui. Maintenant que ça sent bon, vous voulez de nous. L'amour, ce n'est pas comme ça. Exactement. Au-delà, des honoraires et du fait que là, je viens d'apprendre que vous n'avez pas, droit à l'arrêt maladie, quels sont Ah! les On peut se mettre en arrêt de travail, hein. oui, On peut se mettre en arrêt de travail si on cotise, on souscrit un contrat de prévoyance qui nous permet, à ce moment-là, lorsque on est en arrêt, de nous prendre en charge. mmh. Mais on est obligé de souscrire à la prévoyance. Quelles sont les autres conditions de travail qu'un avocat il a? En général, on dira, quand tu travailles, je dis n'importe quoi, tu travailles dans une entreprise en tant que marketeur, on va te dire, tu as 35 heures de boulot, tu as droit à telle assurance, tu as droit à ça. Quels sont les autres avantages dont il bénéficie? Aucun. Ah, Oui, parce que, l'avocat est obligé de souscrire à tout, ce que je venais d'indiquer. Voilà. Il n'y a pas de 13e mois, il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, mais vraiment strictement rien.
Une une mutuelle, l'avocat il souscrit, à une mutuelle complémentaire santé, une prévoyance, une complémentaire retraite, parce qu'il y a un régime de base qui est, mis en place par la Caisse nationale de Conseil national des barreaux et ce régime de base-là, bah, c'est un régime de base comme, beaucoup de systèmes l'ont et si vous voulez avoir une retraite complémentaire, vous voulez souscrire à une retraite complémentaire. Donc si vous voulez, c'est vous qui faites tout ça. Vous avez une obligation, si vous le souhaitez bien sûr, c'est, facultatif et fort de j'ai envie de dire de ce handicap-là, pour nous, les professions libérales, avocats, monsieur Madeleine à l'époque, qui était un ancien ministre français, nous a permis de pouvoir déduire de nos revenus, nos cotisations pour des retraites complémentaires. C'est Voilà. intéressant ça. Est-ce que c'est partout, dans le monde ou c'est seulement en France? Pour ne rien vous cacher, je ne peux pas, je ne connais pas le système, qui existe dans les autres pays, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est pareil. OK. Est-ce que vous pouvez nous dire, quel est le moment dans votre carrière qui vous a le plus marqué? Le moment de ma carrière qui m'a le plus marqué? Bah, le jour de la prestation de serment, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'était un événement marquant. Vous mettez une robe pour la première fois. Donc il y a cet événement-là, il y a ma première plaidoirie. J'en ai pas dormi de la nuit et je crois que oui, effectivement. Oui, après quand on s'associe pour la première fois aussi, ce sont des étapes importantes comme ça dans une vie professionnelle, mais je crois qu'un des événements marquants, c'est quand même la prestation de serment. Est-ce que votre foi et vos, valeurs personnelles aujourd'hui influencent, votre boulot? Ah oui, nécessairement, nécessairement. Parce que les gens viennent vous confier quand même, leurs problèmes. Quelquefois, vous confiez aussi de l'argent, puisque quand vous gagnez un dossier, un procès, il y a beaucoup d'argent qui peuvent transiter dans votre main. Si vous n'avez pas un minimum d'honnêteté, heu, vous ne pouvez pas exercer ce métier-là et puis, vous avez un rapport direct avec le client et ce rapport direct-là fait que vous oblige à avoir un minimum d'honnêteté vis-à-vis de lui. Si vous avez le sentiment que, le dossier, n'a pas de chance d'aboutir, ne lui donnez pas de faux espoirs. Ne créez pas en lui l'espérance, l'espoir qu'il va, gagner ce dossier-là. Ou, si vous pensez que, l'acte ou la procédure ou j'ai envie de dire le contrat qui est en train d'être, signé, n'est pas favorable au client, non, ne l'engagez pas, ne lui demandez pas de le signer. Ça, j'ai envie de dire, c'est l'honnêteté intellectuelle qui vous l'impose et puis j'ai envie de dire la foi que vous pouvez avoir en vous ou exige de vous que vous soyez, correct à l'égard du client et puis il y a aussi un élément important, il faut toujours respecter les gens, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient les circonstances, il faut toujours les respecter. Est-ce qu'aujourd'hui avec, la venue de l'IA, c'est un métier qui pour vous qui va, disparaître dans quelques années? L'IA, pour moi, est, nous n'en sommes qu'au début, hein. Nous n'en sommes qu'au début. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir encore une marge de progression qui va être, très, importante. Mais là déjà, dans notre métier, l'IA nous permet de pouvoir, affiner la réponse qu'on peut apporter avec un peu plus de rapidité. Est-ce que ce métier va disparaître? Et je considère que derrière, l'IA, il va y avoir des humains, il doit y avoir quand même des humains pour leur exposer, les problématiques. Parce qu'on ne peut pas donner que des documents à l'IA, pour pouvoir les analyser. Parce qu'on analyse les documents une fois, 2 fois, mais il faut peut-être donner des éléments de fait. Oui, disparaître non, réduire oui. Réduire oui, le nombre oui, certainement, Est-ce que c'est un métier aujourd'hui qui recrute ou, il y a c'est une filière qui est assez bouchée? qui commence à être, bouché, qui commence à être bouché. Pour vous donner un exemple,
Lorsque j'ai commencé ma carrière d'avocat, je pense pas, on était à peine à 500, nous s avocats au barreau de Marseille. Actuellement, je crois qu'on a plus de 3000. Ah, ça, c'est vite monté. C'est vite monté. Faut savoir aussi que, la ville d'Aix-en-Provence, qui est à 30 minutes, de Marseille, compte à peu plus de 1000 avocats. Ouais, presque 1 500 avocats ou entre 1 500 et 2 000 avocats. Donc, sur un périmètre d'environ, j'ai envie de dire, allez, 100 kilomètres aux alentours, on est entre 3 et 4 000 avocats, voire 4 000 et 5 000 avocats. Ce qui fait énorme pour une population locale qui n'est pas très, très importante. Effectivement. À Paris, je crois que c'est 15 000, je crois, ou 15 000 20 000. OK. Quel conseil donnerez-vous à un jeune aujourd'hui qui veut devenir avocat? Qu'il commence par se spécialiser dans un pan du droit, après avoir acquis une solide connaissance générale, mais qui commence à se spécialiser dans un pan du droit et être au minimum bilingue. Au minimum C'est bilingue. très important l'anglais aujourd'hui. Être au minimum bilingue. Mais j'ai envie de dire que c'est même non négociable. Oui, Voilà. Être bilingue, c'est pour moi aujourd'hui, c'est de la même manière que le diplôme de droit sont importants, être bilingue, c'est une condition sine qua non, quelles que soient les études que vous faites. Quelles que soient les études. OK. Est-ce que vous avez un mot de fin? Merci à vous de m'avoir reçu au cours de cet entretien. J'ai eu la chance d'exercer, j'ai la chance, pas que j'ai eu la chance, j'ai la chance d'exercer un beau métier qui m'a permis de voir, de belles choses, de belles personnes. Et puis, j'espère que ça va continuer encore pendant quelques années encore. J'espère pour vous aussi. Oui, peut-être sous d'autres cieux. Why Peut-être. not? Pourquoi pas? Exactement. En tout cas, nous aussi, on vous remercie pour votre présence et pour votre parcours très enrichissant. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite en France ou peut-être, on ne sait pas, vous Ailleurs. dites, sous dossier ailleurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Magélie. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, le lien en description. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Magélie.